Aspel, je suis assistant en histoire de l'art, comme plusieurs de mes collègues qui sont passés avant moi. Je travaille sur les casernes belges donc construites dans la seconde moitié du long 19e siècle, comme les spécialistes l'appellent, donc la période qui s'étend forcément du début du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pourquoi cette période chronologique un petit peu étendue? Bien parce que, vous le verrez, il y a un groupe tout à fait homogène de construction, et puis alors il y a une rupture forcément importante avec la Première Guerre mondiale qui explique que un certain nombre d'études sur le 19e s'arrêtent avec la Première Guerre mondiale. Je travaille sur trois axes principaux que sont l'architecture, l'implantation urbanistique des complexes et la typologie donc, de ces mêmes complexes. Sur une aire géographique qui recouvre donc l'intégralité du territoire de la Belgique après son indépendance. Alors, quelques mots du cadre de l'étude. On est dans une situation un petit peu paradoxale au niveau du contexte, puisque d'une part, le statut de neutralité a été conféré au pays par la conférence de Londres, donc suite à la révolution de 1830. Donc là, les grandes puissances européennes garantissent l'inviolabilité du territoire de la Belgique, mais en même temps lui demandent de pouvoir se défendre contre d'éventuelles tentatives d'annexion ou d'invasion. Et paradoxalement, on est durant tout le 19e siècle dans une société qui est profondément antimilitariste. Pourquoi? Parce que tout d'abord les citoyens ont subi le coût du logement militaire, donc le logement par réquisition, durant les périodes historiques et encore au 19e siècle. Et ensuite, au niveau des autorités, eh bien, les libéraux préfèrent largement consacrer les crédits, non pas à l'armée mais aux industries. Les socialistes, eux, sont par essence opposés à la vie militaire puisqu'elle est composée des plus basses classes sociales jusqu'à ce que la loi du remplacement ait été abolie à la veille de la Grande Guerre. Et puis les catholiques, eux, jugent la vie de caserne, la vie militaire, presque comme hérétique. Alors, ce sont des facteurs, en fait, donc ce paradoxe explique pourquoi est-ce qu'il a fallu très longtemps pour que l'on renouvelle le parc de bâtiments militaires, qui était jusque-là composé de bâtisses récupérées souvent lors des désaffections de bâtiments après la Révolution française ou lors de la suppression des ordres religieux par Joseph II. Donc à toute fin du XVIIIe siècle. Et donc ces bâtiments sont vétustes, ne sont pas du tout adaptés aux conditions de l'armée, et forcément l'état de salubrité ou l'état sanitaire des bâtiments laisse à désirer. Alors il y a plusieurs facteurs qui vont accélérer les choses à la fin du XIXe siècle. C'est tout d'abord le conflit franco-prussien, 1870-1871, qui va attirer l'attention en fait sur les problèmes organisationnels de l'armée belge qui se prépare à entrer en guerre ou se prépare à faire face à une éventuelle invasion. Ensuite, un fait plus anecdotique, mais finalement pas tant que ça, c'est que de nombreuses prisons, nouvelles prisons sont reconstruites au milieu du 19e siècle, donc des prisons flambant neuves qui feront dire à certains politiques que finalement les prisonniers après 1850 sont mieux logés que les soldats, qui sont pourtant les garants de l'unité de la neutralité du pays. Et ensuite, et le fait sans doute le plus important, c'est une visite surprise du roi Léopold II à la caserne des Annonciades, donc un ancien couvent reconverti en caserne à Bruxelles, qui va en fait lors de cette visite constater l'insalubrité de tous les locaux et les conditions de vie précaires des soldats. Alors très vite, les choses vont se précipiter à partir de 1872, puisque le roi ordonne dès l'année suivante la création d'une commission politique, une commission parlementaire, qui doit travailler sur l'amélioration ou les possibilités d'amélioration du casernement. Ce qui va déboucher en fait sur la promulgation d'une nouvelle loi en 1873 qui met le casernement à charge intégrale de l'État. Jusque-là, en fait, c'était les villes qui fournissaient le logement militaire, moyennant indemnités versées par l'État, mais les indemnités évidemment ne couvraient jamais ni les dépenses ni les désagréments engendrés par la fourniture des bâtiments militaires. Et dès après cette promulgation de loi, une nouvelle commission d'experts militaires cette fois va être mise sur pied en 1874 pour étudier précisément les conditions pratiques d'amélioration du casernement. Ça va déboucher en fait sur une phase de renouvellement partiel, parce que de nombreuses casernes anciennes continueront à être occupées jusque avant la Seconde Guerre mondiale, mais un renouvellement donc partiel du parc des bâtiments militaires.
Un petit mot des sources. Pourquoi? Parce que je travaille sur des sources précieuses que sont les atlas de construction des casernes, qui sont des grands recueils d'un volume certain, et qui en fait présentent différents types de plans. Alors il y a des plans destinés à diffusion, donc des plans imprimés, à plusieurs exemplaires, destinés à être diffusés. Il y a des plans martyrs dans les archives aussi, donc des plans de travail, où on voit les notes des ingénieurs militaires qui améliorent ou rectifient quelque chose en cours de chantier ou juste avant le chantier. Et ensuite des tirés à part, qui sont probablement les plans qui servent pour la diffusion pour les voies officielles, en fait, pour approbation de construction, parce que ça passe par le ministère de la Guerre et les différents commandants de place. Pourquoi je parle de ceci? Parce qu'en fait, dans les sources, il y a différents problèmes. Outre donc ce type d'édition, c'est très bien, il y a beaucoup de documentation, mais la plupart de ces plans ne sont ni datés ni signés. Alors c'est très difficile puisqu'il existe plusieurs versions parfois des mêmes plans, des choses qui n'ont pas été construites, qui ont été dessinées mais pas construites ensuite, donc on ne peut jamais savoir précisément de quand date un tel plan ou un autre, lequel précède, lequel suit. On peut voir les modifications qui ont été introduites entre les deux, mais rarement on peut établir une chronologie pour la documentation. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes pour la critique des sources. Et surtout, à part ces plans, on ne conserve pratiquement aucune archive qui concerne ces bâtiments militaires. Aucun contrat d'achat, aucun contrat d'expropriation de terrain, aucune lettre, aucune correspondance entre les ingénieurs, le ministère, les architectes, les entrepreneurs. Tout ça a été perdu ou jeté, on m'a dit jeté, durant les innombrables déménagements des dépôts d'archives de l'armée. Alors ces plans et archives sont principalement conservés à 3 endroits, donc c'est le centre de documentation du Musée royal de l'armée à Bruxelles, ce sont les archives de l'État et le centre de documentation des forces armées à Evere. Alors, les casernes reconstruites donc après 1865-70 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale forment un groupe tout à fait homogène que j'étudie selon 3 axes. Donc l'architecture tout d'abord, qui en fait voit se développer 2 grands types d'influences, l'influence du vocabulaire médiéval et l'influence du vocabulaire classique, médiéval plutôt castral même. Donc ces influences vont se côtoyer et être mêlées tout à fait librement dans les constructions. Si bien que voilà, on pourrait parler à large échelle d'une certaine forme d'éclectisme à ce niveau-là. Les éléments ne sont pas seulement réutilisés, donc on ne se réapproprie pas seulement les éléments des vocabulaires architecturaux anciens, mais en plus de ça, on les utilise dans un but qui est purement ornemental, c'est-à-dire que tout le vocabulaire castral, donc les créneaux, les échauguettes, les bretèches, tout ce genre d'éléments qui étaient fonctionnels au Moyen-Âge ne sont plus utilisés que dans un but purement ornemental. S'ajoute à ça la notion une certaine notion d'ostentation en fait, puisque les façades des casernes seront toujours richement ornées, tout comme les façades qui donnent sur la cour d'honneur, donc à l'intérieur même du complexe, mais dès que les façades ne sont plus visibles par l'extérieur ou par les soldats même, on est dans une architecture qui est purement traditionnelle, une architecture de briques, sans presque aucune ornementation. Donc on se trouve là vraiment devant une architecture qu'on peut qualifier d'apparat. Et c'est d'ailleurs bien le but donc, de ces types d'architecture, c'est de renvoyer une image de la nation, une image d'une armée forte, donc qui par là même renvoie l'image d'une nation forte. Et c'est très différent de ce qui se passe à l'étranger, par exemple en France, où les casernes ont toutes un aspect assez austère, même à cette époque-là. Alors deuxième point que j'étudie, c'est l'implantation urbanistique. Le phénomène de reconstruction des casernes peut être qualifié selon 2 termes. Il est tout d'abord urbain. Urbain, pourquoi? Parce qu'il s'inscrit dans une certaine continuité. Les casernes qui étaient avant présentes dans les centres-villes, les anciens couvents reconvertis en casernes présents dans les centres-villes, on ne va pas changer radicalement de solution à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'armée a besoin de la ville autant que la ville a besoin de l'armée. L'armée, par exemple, s'intéresse fort à la fourniture des équipements que sont le train, le gaz ou encore l'eau. Et donc, ça n'a pas vraiment de sens de s'implanter ailleurs qu'en ville. Ensuite, le phénomène d'implantation des casernes
est essentiellement périphérique. Pourquoi? Parce que on choisit volontiers des terrains disponibles à l'extérieur des villes à ce moment-là, des terrains qui sont fournis notamment par le démantèlement des remparts durant le XIXe siècle et qui donc fournissent un parcellaire que l'on crée soit pour les casernes, avec par exemple à Bruxelles la création du boulevard militaire. Vous connaissez sans doute les casernes du boulevard Général Jacques qui sont encore debout actuellement, soit elles s'inscrivent dans un parcellaire existant. Ce qui explique aussi le phénomène périphérique, c'est le prix du sol. Évidemment, avec le démantèlement des remparts, on assiste à une spéculation foncière qui fait monter les prix en flèche à l'intérieur même des centres urbains. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la proximité immédiate des citoyens et de l'armée a pu créer des problèmes par le passé, donc on va chercher à s'éloigner un petit peu des centres pour ces raisons-là. Ça va dans la même mouvance que le rejet des équipements jugés sanitairement inadaptés à l'extérieur des villes, donc les industries, les abattoirs par exemple, sont placés systématiquement en bordure de ville à cette époque-là. Et dernier point, et je terminerai par là, j'étudie les casernes sous un angle typologique, c'est-à-dire que s'il y a bien différents types de plans généraux, qui dépendent souvent des parcelles disponibles et des achats réalisés pour ces constructions, il y a par contre une grande homogénéité à l'intérieur même des casernes, qui sont en quelque sorte une métaphore de la ville du XIXe siècle, qui a tendance à grouper les logements au centre et à rejeter les équipements en périphérie. Et bien là c'est la même chose. On a une cour d'honneur qui organise, autour de laquelle s'organise le logement, et les annexes, donc les fosses à fumier, les dépôts de munitions, ce genre de choses, sont rejetés systématiquement en périphérie des complexes. À l'intérieur même des complexes, aussi à l'intérieur même des bâtiments, donc la distribution interne des bâtiments est également quelque chose qui est répété, standardisé en quelque sorte, puisque les blocs de logement en sont un très bon exemple. On a des formules qui sont adoptées par le génie militaire pour plan type et qui sont répétées au fur et à mesure des constructions des complexes. Donc on s'inscrit tout à fait dans la mouvance de ce qui se fait pour les prisons, les hôpitaux, les écoles, au niveau de la standardisation architecturale. Et je terminerai en disant que, bien entendu, au-delà du simple témoin architectural que constitue la caserne, qui a d'ailleurs tendance à disparaître, puisque anciennement en périphérie urbaine, maintenant elle est située en plein centre-ville, donc les surfaces de plusieurs hectares couvertes par les complexes sont maintenant des terrains précieux pour les parkings, centres commerciaux et autres constructions récentes. Mais au-delà de ça, la caserne témoigne d'un contexte tout à fait urbanistique, et donc elle est tout à fait typique de ce qui se fait au XIXe siècle en termes d'urbanisation, en termes de processus de construction, par le biais de la standardisation dont je parlais il y a un instant, et au niveau de l'esthétique, puisqu'il y a toute une recherche sur le passé national à l'époque, dans le siècle du nationalisme, et donc on cherche à glorifier la nation par les arts, et donc la recherche architecturale témoignera également de cette recherche-là. Donc, forcément, l'ouverture de ce genre d'études peut être une réflexion sur la patrimonialisation de ces ensembles qui, je l'ai dit, tendent à disparaître, mais que l'on a tendance à souvent détruire au lieu de réaffecter, alors que des solutions existent. Je vous remercie.